Attention, dans cet épisode, quelques passages pourraient heurter la sensibilité de certains. L'affaire Dany le Prince, épisode 1, Bababam. C'est l'histoire d'un long combat judiciaire qui ne prendra peut-être jamais fin. Tout commence en septembre 1994. Christian le Prince, Brigitte, sa femme, et deux de leurs filles, Sandra, 10 ans, et Julie, 6 ans, sont retrouvés massacrés dans leur pavillon de Torigné-sur-Douai, près du Mans. Très vite, un coupable est désigné, Dany le Prince, le frère de Christian, qui est également son voisin. Christian, propriétaire d'une carrosserie, père de 3 filles, à qui la vie sourit. Dany, le besogneux, cumulant 2 boulots pour joindre les 2 bouts et nourrir sa famille. Agriculteur le jour, boucher à l'abattoir la nuit, ce qui lui valut le terrible surnom du boucher de la Sarthe. En 1997, Dany le Prince était condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de son frère et de sa famille. 16 ans plus tard, il bénéficiait d'une suspension de peine avant de repartir derrière les barreaux. Une affaire complexe dont nombreux pensent qu'il s'agit d'une erreur judiciaire. Je me suis plongée dans l'affaire Dany le Prince. J'ai lu les PV d'audition, écouté de nombreux témoignages, appelé des spécialistes. Et il est vrai que cette histoire laisse un goût amer. Et peut-être plus qu'une autre, le sentiment que le doute n'a jamais profité à Dany le Prince. D'autant que l'accusé a presque toujours clamé son innocence. Derrière le crime odieux, c'est donc l'histoire d'une longue bataille judiciaire menée avec acharnement par les proches de Dany le Prince et ses avocats. Dany le Prince est sorti définitivement de prison en 2016. Sera-t-il un jour rejugé, lavé de tout soupçon, ou restera-t-il jusqu'à son dernier souffle celui qui a tué sauvagement au hachoir de boucher son frère, sa belle-sœur et 2 de ses nièces? Quels sont les dessous de cette histoire hors du commun? 27 ans après le drame, l'affaire Dany le Prince a-t-elle livré tous ses secrets? Bienvenue dans la saison 3 de Homicide. Je suis ravie de vous savoir toujours plus nombreux chaque semaine à écouter mon podcast. Je suis Caroline Nogueras. Dans Homicide, je vous raconte ces histoires de meurtres en famille qui ont marqué l'actualité, en tentant de percer la folie de ces meurtriers au visage de monsieur et madame tout-le-monde. Car, oui, les pires affaires criminelles sont des histoires de famille. Qui a tué Christian le Prince, sa femme Brigitte et leurs 2 filles? Pour tenter de comprendre toute cette affaire, il faut remonter à cette journée du 5 septembre 1994. C'est un lundi matin presque comme un autre à Torigné-sur-Douai, village de 1500 âmes à 25 km du Mans. À ceci près que, à la carrosserie Le Prince, les salariés commencent à s'inquiéter. Leur patron, Christian, n'est toujours pas là. Il est 9h lorsque le téléphone sonne. Christophe Galbrin, un employé, décroche. À l'autre bout du fil, c'est le patron du bureau de poste d'un village voisin où travaille Brigitte, la femme de Christian. Il ne l'a pas vue non plus ce matin et elle ne répond pas au téléphone. C'est ce que raconte Christophe Galbrin dans l'émission Faites entrer l'accusé. À 8h30, on s'inquiétait, mais sans plus, quoi. C'était son habitude, son habitude. Ça lui arrivait d'arriver en retard. Par contre, j'ai reçu un coup de téléphone à 9h de la Poste, où Brigitte travaillait, et là, tout de suite, on s'est inquiété. Franck, un autre employé de la carrosserie, prend la route en direction de chez son patron. Il habite dans une jolie maison à la sortie du village de Torigné. Il a comme voisin son frère Dany, sa femme Martine et leurs 3 filles. Les maisons des 2 frères sont séparées par une haie de thuya. Tout autour,
des hectares de champs. En arrivant, Franck constate que les 2 voitures sont garées et que la porte de la maison est entrebâillée. Les volets sont ouverts, le téléphone sonne dans le vide. Franck pousse la porte d'entrée. Le chien de la famille s'échappe immédiatement. Au sol, à l'entrée, il découvre une tache rouge, sombre. Puis, face à lui dans le couloir, il tombe nez à nez avec la mort. D'abord le corps de l'une des filles, Sandra, 10 ans, l'aînée de la famille. Elle baigne dans une mare de sang, les jambes recroquevillées. Elle porte juste un t-shirt et une culotte. Un peu plus loin, les jambes d'un autre corps, celle de Christian. Comme si le corps du père avait été jeté sur celui de sa fille Sandra. Slip et jean baissés jusqu'aux genoux, mâchoire déchiquetée, baignée de sang. Franck quitte précipitamment les lieux en voiture et retourne à la carrosserie, puis appelle les gendarmes. Ensuite, il repart chez son patron, cette fois-ci accompagné d'un collègue, pour vérifier s'il n'y a pas quelqu'un à sauver dans l'attente de l'arrivée des secours. Voici ce qu'il raconte à l'époque sur France 2. Et arrivé là-bas, on n'est pas rentré à la maison parce qu'à l'extérieur, on voyait bien des choses, des traces de sang. On voyait bien qu'il y avait une traînée, un corps qui avait été tiré. De l'autre côté de la haie, il y a au loin Martine et sa fille aînée Célia, la belle-sœur et la nièce de Christian et Brigitte. Franck les alerte. Martine est en larmes. Elle demande à rentrer pour voir s'il n'y a pas une enfant à sauver. Les gendarmes et les pompiers arrivent quelques minutes après. Les pompiers entrent dans la maison d'Elle-au-Prince avec le médecin du village. À leur tour, ils découvrent l'horreur. Le sang, les corps au sol. Ils identifient d'abord Sandra. Le tueur s'est acharné sur son visage. Puis le père, Christian. Il a été défiguré. Il n'a plus de visage non plus. Dans la cuisine, le médecin découvre un autre cadavre. Celui de la mère de famille, Brigitte, sur le ventre, pieds nus, tête déchiquetée. Son chemisier que l'on devine clair est maculé de sang. À côté du frigo, il y a une empreinte de chaussure, du 41, qui se retrouve un peu partout dans la maison. Et à certains endroits, les empreintes sont mêlées à une autre plus petite, probablement celle d'une femme, comme si 2 personnes s'étaient introduites dans la maison. La télé est allumée dans le salon. Le médecin entend comme des gémissements d'une enfant provenant du fond du couloir. Il ouvre la porte et découvre debout, appuyée à un lit, une fillette. C'est Solène, 2 ans, la petite dernière de la fratrie. Elle ne semble pas avoir été blessée. Le médecin la confie immédiatement à sa nounou, elle aussi arrivée sur les lieux. Elle dira plus tard que la petite sentait le bain et que son pyjama était impeccable. Au couloir qui mène aux 3 chambres, les pompiers découvrent une trace de sang parsemée de touffes de cheveux. Au bout, le cadavre de la petite Audrey, 6 ans. Elle a été tuée dans la salle de bain, puis probablement traînée jusque dans le couloir. Les parents de Christian, Robert et René Le Prince, arrivent en trombe sur les lieux du crime. Ils hurlent de douleur. Et René, la mère, comme prise de folie, répète en boucle « Je le savais, il fallait que ça arrive, depuis le temps que je le dis ». Alain et Dany, les 2 autres frères de Christian, débarquent quelques minutes après. La seule pensée de Dany est pour ses nièces. Il dit à sa femme, quand elle l'appelle quelques minutes plus tôt à son travail « Et les filles ?» Et Martine de lui dire que seule la petite s'en est sortie. Au village, l'information se répand comme une traînée de poudre. L'alarme des pompiers n'arrête plus de sonner, celle des voitures des gendarmes également. Le bruit est assourdissant. Les journalistes affluent de toutes parts. Le maire, au micro de France Inter, fait une première déclaration. Comme dans un village de 1600 habitants, tout le monde se connaît, on les connaissait très bien. Participer à la vie communale et tout. Il y avait des enfants qui étaient à l'école, dans un instant il y avait quelque chose, une fête locale, ils étaient toujours là, ils étaient toujours avec nous, oui. Je veux dire que personne ne comprend, si vous voulez, c'est tellement affreux qu'on peut pas comprendre, on a du mal à y croire, et malheureusement c'est vrai, mais c'est le drame épouvantable, je dirais. Vous imaginez une seconde que ça peut être quelqu'un du village? Non, j'imagine pas ça du tout, pas du tout.
Je pense que c'est pas possible, parce que pour faire un acte pareil, il faut être complètement dément pour moi. Donc, je pense pas que ce soit possible que je vienne ici. C'est un village paisible. J'ai jamais entendu parler de haine. Moi, je suis ici depuis aussi presque 30 ans. Et avant, j'étais juste à côté. Donc, non, il n'y a absolument pas ce problème dans le village. Les rumeurs vont bon train. Et si un fou rôdait dans le village, un psychopathe capable de décimer une famille entière? Le lendemain, le capitaine Lambert de la section de gendarmerie d'Angers prend l'enquête en main. Tous les proches de Christian Leprince sont interrogés, y compris les plus éloignés. Dany Leprince intéresse particulièrement les enquêteurs. Il habite juste à côté. Avec sa femme, il affirme n'avoir rien vu ni rien entendu cette nuit-là. Quant à son emploi du temps, Dany dit être rentré à 21h, avoir dîné, puis s'être couché. Sa femme Martine raconte avoir regardé la télé puis s'être couchée vers 23h. Et elle poursuit. Son mari s'est levé à 2h30 du matin pour se rendre à l'usine de boucherie, comme il le fait chaque jour. Les auditions avancent, l'affaire fait la une des journaux. Quant aux habitants de la Sarthe, ils sont apeurés. C'est un massacre pareil, qu'on en veut à une grande personne parce qu'il y a un problème encore, mais s'acharner sur des enfants égorgés, c'est l'horreur, l'horreur. L'horreur. Des gens sans histoire, prêts à rendre service à n'importe qui. Des gens qui possèdent tout le temps, qui... Moi, j'en voyais pas du tout d'ennemis, pas du tout. Et vraiment, on a peur parce qu'on se dit, est-ce qu'ils étaient vraiment visés? Est-ce que c'est des malades? Ça peut être nous, ça peut être n'importe qui. On va pas dormir cette nuit, je vous assure qu'on est malade. Hein. À l'intérieur du pavillon, les flics de la scientifique tentent de reconstituer le crime. Ils comprennent que la famille était sur le point d'aller se coucher quand le meurtrier est arrivé. Le médecin légiste confirme que le crime a eu lieu entre 20h et 23h. Christian, le père, a été tué le dernier, car il a les jambes sur celles de sa fille et il a été traîné de l'extérieur vers l'intérieur. L'arme du crime pourrait bien être un couteau de boucher, une feuille, une sorte de longue lame aiguisée de presque 30 cm. Les gendarmes excluent le crime crapuleux. Pas de traces de lutte et rien de volé. Dans le bureau, les enquêteurs découvrent le portefeuille de Christian avec 610 francs. Mais, étrange découverte, sur le dessus d'un meuble, une feuille de papier a été laissée en évidence où l'on peut y lire « Je, sous-signé Monsieur le Prince Christian, reconnais avoir prêté à Monsieur le Prince Dany la somme de 10 000 francs. » La lettre est signée et datée du 22 août 1986. Cette reconnaissance de dette sonne pour les gendarmes comme le début d'une piste. La piste d'un drame familial. Dany Leprince devient ainsi le premier suspect de cette affaire. À Taurigné-sur-Douai, tout le monde connaît les Leprince. Les parents Robert et René vivent à l'entrée du village, dans une ferme avec leur plus jeune fils. À 100 mètres seulement de là, Christian et Dany ont construit leur pavillon côte à côte sur les terres familiales. Dany est l'aîné de la fratrie. Avec sa femme Martine, ils ont une ferme. Mais pour nourrir leurs 3 filles, ça ne suffit pas. Alors Dany travaille aussi la nuit à la Socopa, une grande boucherie industrielle de la région. Christian, le second de la fratrie, a monté sa carrosserie qui fonctionne très bien. Christian et sa femme, Brigitte, ont également 3 filles. Mardi 7 septembre 1994, 48 heures après le drame. Martine, la femme de Dany Leprince, se présente spontanément à la gendarmerie. Elle a entendu à la radio que l'arme du crime pourrait être un hachoir. Justement, Martine avait bien un hachoir chez elle, dans un tiroir, mais il a disparu. Devant les gendarmes, elle appelle ses beaux-parents. Oui, ils ont bien leur feuille de boucher chez eux. Les gendarmes se rendent immédiatement chez Robert et René, mais ils constatent que le hachoir a été lavé. Le manche en bois est encore humide. Il n'y a donc plus aucune trace ADN dessus. Les enquêteurs en sont convaincus, c'est bien cette arme qui a servi au massacre. L'affaire a tout l'air d'être un drame familial.
La maison de Robert et René, puis celle de Dany et Martine, sont perquisitionnées. Mais les gendarmes ne trouvent rien. Pourtant, toute la famille Le Prince est placée en garde à vue. Dany, sa femme Martine, leur fille aînée Célia, 15 ans, Robert et René, les parents, et même le plus jeune frère de Christian. Voici un extrait du journal télévisé de France 3 Le Mans, ce 7 septembre 1994. L'enquête sur le quadruple meurtre de Torigné-sur-Dué avance à grands pas. Il est 21h hier soir lorsque les gendarmes interpellent 5 membres de la famille de Christian Le Prince, le carrossier assassiné avec sa femme et 2 de ses filles. Les 5 personnes sont emmenées séparément dans diverses brigades de gendarmerie du département de la Sarthe pour y être entendues durant toute la nuit. Des auditions qui ont sous toute vraisemblance porté leurs fruits puisque ce matin, les 5 membres de la famille ont été placés en garde à vue. Pendant l'interrogatoire, les gendarmes vont mettre toute la famille Le Prince sous pression. À cette époque, la présence d'un avocat pendant la garde à vue n'existe pas. Seuls face aux gendarmes pressants de questions, ils vont chacun devoir s'expliquer sur leur emploi du temps le soir du drame et leur relation avec Christian. Et cela pendant 48 heures. Les gendarmes n'ont qu'une idée en tête, obtenir des aveux. La mère de Dany Le Prince raconte ces 2 jours épouvantables dans l'émission Faites entrer l'accusé. Du mercredi soir jusqu'au vendredi. 2 nuits atroces. Une garde à vue horrible. On nous a traités de tous les noms, on nous a insultés, on nous a fait n'importe quoi, on nous a dit des choses qui étaient horribles parce que nous, on n'avait rien fait. On était les malheureux et puis les victimes, en plus des victimes. Et en plus, on nous rendait encore malheureux. Alors ça, c'est grave. Quant à Martine Le Prince, après 24 heures de garde à vue, elle livre une toute autre version des faits et accuse son mari, Dany. Ce soir-là, Dany est rentré vers 21h15. Après qu'il soit sorti de table, j'ai rassemblé les restes du repas et je suis sortie pour les donner aux chiens, dans le garage. J'ai entendu des cris, je suis sortie dehors et là j'ai vu Christian au coin de la haie de Thuya qui sépare nos 2 maisons près de notre boîte aux lettres. Avec quelqu'un de plus grand derrière lui. Avec quelque chose dans la main qu'il brandissait au-dessus de la tête de Christian. J'ai été vers eux et j'ai dit « Arrête !» Là, j'ai reconnu Christian et Dany. Dany tapait sur son frère avec un objet brillant. Martine poursuit et dit s'être précipitée dans la maison pour alerter sa belle-sœur, mais il était trop tard. Après avoir découvert le carnage, elle raconte être rentrée chez elle. Elle dit aussi n'être pas sûre que Dany ait remarqué sa présence. Il semblait être dans un état second. Comme si de rien n'était, elle se couche ensuite dans son lit et attend que son mari la rejoigne. Puis Dany, comme à son habitude, se lève à 2h30 du matin pour embaucher à la Socopa. Et Solène, la petite dernière, Martine explique ne pas avoir eu le courage de la chercher. Les gendarmes interrogent ensuite Célia, l'aînée de Dany et Martine, qui confirme en 2 temps les propos de sa mère. Elle dit qu'elle a entendu ses cousines crier, puis qu'elle a vu quelqu'un frapper son oncle avec une sorte de couteau. Elle déclare ensuite « Papa a traîné Christian le long de la haie de Thuya ». Après plus de 40 heures de garde à vue et une cascade de questions, Dany est ramené devant les gendarmes qui le confrontent aux accusations de sa femme et de sa fille. 2 heures seulement avant la fin de sa garde à vue, Dany Le Prince passe aux aveux. Ce soir-là, j'étais dans un état second. Je n'ai pas pu me contrôler. Je me suis arrêté chez mon frère. Je peux pas dire la suite, c'est tout ce que j'ai à dire. Les gendarmes perquisitionnent de nouveau le domicile de Dany et Martine Le Prince. Dany est photographié et filmé menottes au poignet. Aux yeux du public, cette image fait de lui le meurtrier de son frère, de sa belle-sœur et de ses 2 nièces. De retour à la gendarmerie, Dany se remet à parler. Et il explique que ce soir-là, il est allé voir son frère pour lui demander de lui prêter de l'argent, mais Christian aurait refusé. Puis il ajoute « J'ai frappé Christian avec la feuille de boucher que je tenais dans le dos. Mais je ne sais pas où, je ne sais pas combien de fois je l'ai frappé.
Je me souviens avoir vu Martine qui me disait « Arrête ». Martine n'a rien à voir avec ce carnage. Elle est au courant de ce qui s'est passé, mais elle n'a rien pu faire. Sur les autres meurtres, il n'a rien à dire. Chez la juge d'instruction, Danny déclare qu'il n'est conscient que de 60% de ce qu'il a fait. Suffisant pour la magistrate qui décide de le mettre en examen et de l'envoyer en prison. Pourtant, il n'y a aucune preuve tangible contre lui. Aucune trace de sang sur lui ni sur ses vêtements, pas de traces palmaires, pas de traces digitales, rien. Quant à Martine, eh bien, elle n'est pas inquiétée et rentre chez elle après avoir été entendue comme simple témoin par la juge. Le procureur Jean-Claude Tin fait une déclaration devant la presse. Il y a des éléments dans le dossier, il y a effectivement des aveux, mais il y a aussi un certain nombre d'autres éléments qui permettent de conforter les déclarations qu'il a faites. Torigné-sur-Douai est sous le choc. Les villageois décrivent Danny comme quelqu'un d'aimable, modeste, toujours prêt à rendre des services. Alors comment a-t-il pu commettre un tel crime? Un coup de folie? Au sein même de sa famille, ses parents, ses oncles, ses cousins, aucun ne croit à la culpabilité de Danny. Tous sont effondrés. Ils ont perdu 4 membres de leur famille, et un autre est selon eux accusé à tort. Pendant que la famille Le Prince pleure ses morts, les gendarmes, eux, cherchent des preuves matérielles à Torigné, mais ne trouvent rien. Aucune trace ADN dans le pavillon de l'horreur, excepté bien sûr celle des 4 victimes. Toutefois, un ADN masculin est retrouvé sur la lame d'un couteau cassé en 2 et abandonné sur place. Mais impossible de l'attribuer à quelqu'un. Pour les journalistes, le mobile est clair, c'est la jalousie. Depuis des années, Danny s'épuise avec ses 2 boulots et travaille 18 heures par jour. Et malgré cela, en septembre 1994, ses comptes sont au plus mal. À l'inverse, Christian connaît la réussite avec sa carrosserie. Jeudi 23 septembre, 15 jours après le drame, à la nuit tombée, la juge d'instruction Céline Brunotière organise une reconstitution à huis clos dans le jardin et la maison. Danny est menotté. Il porte un gilet pare-balles. C'est à ce moment-là qu'intervient un nouveau rebondissement dans l'affaire. Alors qu'il marche dans le jardin entouré des gendarmes, il attrape le bras de la juge et va lui faire une déclaration bien différente que celle qu'il a faite devant les gendarmes en garde à vue, comme se souvient la juge sur France 2. On était dans le jardin de l'habitation de Christian Le Prince et il me prend le bras et me dit je n'ai rien fait, c'est pas moi, ou je n'ai rien fait, je suis innocent, enfin une phrase de ce style. Le lendemain, la juge d'instruction interroge à nouveau Danny, qui réitère « Ce n'est pas lui », dit-il. Il explique que les aveux lui ont été extorqués par les gendarmes après plus de 40 heures d'interrogatoire. Et il ajoute « C'est ma femme, Martine, qui les a tués ». Alors la juge confronte les 2 époux, mais chacun campe sur ses positions et s'accuse mutuellement du quadruple meurtre. Mais la juge d'instruction ne croit pas Danny et le renvoie en prison dans l'attente de son procès. 6 mois après le massacre, un nouveau témoignage vient enfoncer un peu plus Danny, celui de Solène, sa nièce de 3 ans, qui vit désormais chez sa nounou. Devant la photo de Danny dans un journal, elle tape à l'endroit de la photo et crie « Papa, maman, pas gentil tonton ». Solène dit ensuite à la fille de sa nourrice « Elle est mignonne, Martine. Elle est rentrée avec moi, elle m'a fait le bain. » Alors Martine est à nouveau entendue et sa déclaration est encore différente des 2 premières fois. Le soir du crime, elle explique être rentrée dans la maison de son beau-frère, elle a vu les corps, les a enjambés et a trouvé la petite Solène apeurée dans un coin. Écoutez l'extrait de l'émission Faites entrer l'accusé où la juge d'instruction s'exprime. Et elle la trouve dans sa chambre,
avec du sang et elle l'emmène pour la mettre à l'abri. Elle la nettoie et elle veut la mettre à l'écart de tout cela en la conduisant chez sa belle-mère. En arrivant chez ses beaux-parents, Martine dit n'avoir vu que sa belle-mère, Renée. Robert était déjà couché. Elle lui aurait dit que Danny était devenu fou et qu'il aurait tué tout le monde. Mais Renée aurait refusé de prendre la petite pour protéger Danny. Des accusations que Renée nie en bloc. Après 2 ans d'enquête, la juge décide de clore son instruction. Sur la base d'un faisceau de présomption et sans preuve matérielle, la magistrate renvoie Danny Leprince devant la cour d'assises de la Sarthe. Le procès est prévu à la fin de l'année 1997. Un acte de fureur sans mobile et sans preuve matérielle. De Danny Leprince, on sait seulement qu'il menait une vie de labeur, employé aux abattoirs la nuit, travaillant la terre le jour, qu'il n'avait jamais pris de vacances et qu'il avait sous ses yeux tous les jours la réussite de son frère, la maison voisine et le garage symbole du succès. Il y a également les traces d'une dette entre les 2 frères, des histoires de jalousie entre les belles-sœurs, la présence d'une mère que l'on dit autoritaire et régentant la famille, et l'ombre d'un père taciturne et lui aussi peu causant. Il y a donc, au début du procès, les éléments d'un huis clos familial pesant. L'avocat de Danny Leprince affirme qu'il ne... C'est donc ce 11 décembre 1997, au matin, que le procès de Danny Leprince s'ouvre devant la cour d'assises du Mans. Pour la première journée, une foule se serre à l'entrée du tribunal. Les voisins, la famille, les journalistes et de simples curieux qui se sont déplacés en masse. Le procès doit durer 1 semaine. Dans le box des accusés, escorté par les gendarmes, Danny arrive. Après 2 ans de détention, il a l'air malade. Son teint est blafard, son regard triste. Toute son attitude tranche avec l'image du boucher sanguinaire que les gens se sont construits. C'est un homme simple, celui que l'on croise tous les jours. Le président du tribunal interroge Danny sur ses problèmes d'argent. Danny assume, mais il ne s'apitoie pas. Oui, il ne roulait pas sur l'or. Puis le président parle du crime. Danny change de ton. Il dit qu'il ne sait pas. Quand le président du tribunal lui rappelle qu'il a fait des aveux circonstanciés, Danny accuse les gendarmes de lui avoir extorqué ses aveux. Puis il se retourne vers sa femme, la pointe du doigt et dit « C'est elle l'assassin ». Appelés à leur tour à la barre, les 2 psychiatres chargés de l'expertise décrivent Danny comme un individu insensible, capable d'une violence extrême et de renier intérieurement un crime qu'il sait avoir commis. L'avocat de Danny Leprince, Maître Pelletier, réagit et dénonce une manœuvre de l'accusation. En effet, il n'existe dans ce dossier aucune preuve matérielle, comme il l'explique à la sortie de l'audience devant un parterre de journalistes. Il n'y a pas une empreinte, il n'y a pas une empreinte de pas, une empreinte de doigt, il n'y a rien, il n'y a pas une analyse, une expertise qui suive la direction d'Anne Leprince. C'est un procès où il n'y a pas de preuves. Et puis, surtout, l'accusation n'a jamais pris en compte plusieurs éléments. Les empreintes de chaussures de taille 41, retrouvées partout dans la maison. L'ADN inconnu sur le petit couteau cassé en 2 est retrouvé dans le salon. Et des scellés qui ont été égarés. Il ajoute que l'enquête a été bouclée en 5 jours, que l'heure du crime estimée par les légistes a été ensuite changée dans le rapport d'autopsie pour qu'elle colle avec l'arrivée de Danny chez lui. Pour l'avocat, l'accusation se borne à accumuler des éléments à charge qui n'ont aucun sens. C'est ainsi que se termine la première journée d'audience. Le lendemain, c'est Martine qui avance à la barre. Martine sanglote et dit qu'elle est aussi une victime dans cette affaire. Puis elle raconte la soirée du meurtre, la dispute qu'elle dit avoir vue entre Christian et son mari. Lorsqu'il entend ça, Danny Leprince se redresse et crie « Elle ment, c'est elle qui a commis le crime avec son amant !»
Le problème, c'est que Célia, la fille aînée du couple, est aussi appelée à la barre et elle confirme les propos de sa mère. Elle dit aussi avoir entendu des cris d'enfants, ceux de ses cousines. Son témoignage est pris très au sérieux. Lors du 3e jour de l'audience, le président fait lire le témoignage accablant de la petite Solène, la dernière de Christian et Brigitte, qui a 2 ans au moment des faits. Ce témoignage où 6 mois après le drame, sur la photo de Dany le Prince, dans un journal, elle tape et dit « Tonton pas gentil avec papa-maman ». Mais pour Maître Pelletier, l'avocat de Dany, ce témoignage est irrecevable. Après une semaine d'un procès où subsistent de nombreuses zones d'ombre, au dire même du procureur, le verdict tombe. Dany le Prince est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le quadruple assassinat de son frère, sa belle-sœur et 2 de leurs filles. Sa peine est assortie d'une période de 22 ans de sûreté. Dans la salle, des membres de la famille Le Prince s'effondrent. Dany le Prince ne réagit pas. Voici un extrait du reportage d'Antenne 2, juste après le verdict. Fidèle à l'image qu'il donne de lui-même depuis le début de son procès, Dany le Prince ne bronche pas à l'énoncé du verdict. Comme anéanti, lui qui, juste avant les délibérations, a répété une fois de plus « Je suis innocent ». La brillante plaidoirie de son avocat n'a pas suffi non plus à convaincre les jurés. Selon la défense, les principales accusatrices, Martine le Prince, la femme de Dany, et Célia, leur fille, ont menti. Et Solène, la petite, a été manipulée. Mais surtout, aucune des questions posées par l'avocat de la défense n'a reçu de vraies réponses. Dany repart en prison. Il est un détenu modèle. Il travaille, trie des oignons, fabrique des mouchoirs, des lustres et même des tabliers de boucher. À l'extérieur, Renée le Prince fulmine. Elle refuse toujours de croire à la culpabilité de son fils. Alors, en 2002, elle décide de monter un comité de soutien avec d'autres membres de la famille Le Prince. Mais personne ne prend cette association au sérieux. Jusqu'à l'arrivée de Roland Agré, un célèbre accusé à tort, blanchi par la justice. Lui va donner de la voix au combat mené par la famille Le Prince et va faire basculer toute l'affaire. En 1997, il n'existe pas encore de procédure d'appel pour les assises. Seule la cassation peut donner lieu à un nouveau changement de verdict, et uniquement en cas de vice de procédure. Alors, en coulisses, le comité s'active pour trouver de nouveaux témoins et de nouvelles pistes pour tenter d'innocenter Dany le Prince. Il regroupe plusieurs éléments intrigants en vue de saisir la commission de révision. Les membres du comité se rendent compte tout d'abord que Martine était assez proche de l'assistant de la juge d'instruction. Elle a été sa nounou quand il était petit. En 1999, on découvre également dans une carrière à une vingtaine de kilomètres de Thorigné un couteau où il est gravé « Le Prince ». Et puis, il y a aussi les empreintes découvertes dans la maison et qui ne sont pas celles de Dany. À tel point que des journalistes vont prendre fait et cause pour Dany le Prince, dénonçant une enquête bâclée et uniquement à charge, comme Nicolas Poincaré. Quand on lit le dossier, on s'aperçoit que les accusations de sa femme ne tiennent pas la route. Elles sont bourrées d'incohérences. Et puis surtout, il n'y a pas de traces matérielles du tout. Il n'y a aucun de ses ADN sur les lieux du crime. Il n'y a pas une goutte de sang sur ses vêtements. Il y a des traces de chaussures qui sont du 39 ou du 40 alors qu'il chausse du 46. Voilà. Matériellement, il n'y avait rien contre lui. C'est ainsi que, en avril 2006, soit 20 ans après le procès Le Prince, la commission de révision des condamnations pénales se penche enfin sur l'affaire. Sa mission, trier des dossiers qui contiennent des doutes et les transmettre à la cour de révision.
C'est cette dernière qui décide ensuite s'il doit y avoir un nouveau procès. Mais la procédure est longue, trop longue pour Renée, la mère de Dany. Elle est à bout de force et décide de mettre fin à ses jours le 15 juillet 2007. Elle n'aura pas l'occasion de revoir son fils hors des murs de la prison. Pourtant, en attendant la réponse de la Cour, la commission de révision décide de suspendre la peine de Dany pour cause d'irrégularité dans l'enquête. Le 8 juillet 2010, après 16 ans derrière les barreaux, Dany le Prince est libéré. C'est une décision rarissime. Il sort, attendu par une nuée de journalistes. Sa nouvelle femme lui tient fermement la main. C'est elle qui s'exprime au micro de France Pays de la Loire. Très heureuse. Et enfin, on va vivre ensemble et ça, c'est magnifique. Ouais, qu'est-ce que vous allez faire là? On va sortir d'abord. On va vivre un petit peu moins mieux, de façon plus calme, sereine, et ça sera bien reprendre le cours normal d'une vie ordinaire. Vous pensez que c'est le dernier rebondissement de ce feuilleton judiciaire hors norme? Eh bien non, loin de là. La liberté recouvrée ne sera que de courte durée pour cet homme. Avant d'aller plus loin, revenons sur la contre-enquête de la commission de révision. Durant 5 ans, les magistrats de cette commission vont faire un travail minutieux et relever de nombreuses incohérences et éléments nouveaux. Ils sont d'abord assez vite persuadés que le soir du crime, il n'y avait pas un, mais 2 tueurs sur les lieux. Des empreintes de 2 paires de chaussures inconnues sont présentes dans la maison de Christian. Et puis, il y a autre chose qui leur fait penser à 2 tueurs, l'emploi du temps. Le soir du drame, Martine Le Prince dit être sûre que son mari a dîné jusqu'à 21h40. 5 minutes plus tard, en allant nourrir son chien, elle l'a vu frapper son frère Christian. Elle s'est précipitée dans la maison voisine, où sa belle-sœur et ses 2 petites filles étaient déjà mortes, soit 4 morts en moins de 5 minutes, commis par un seul homme. Intriguée, la commission de révision va travailler sur ce problème d'emploi du temps et découvrir que Dany le Prince a peut-être un alibi. Le programme diffusé ce soir-là à la télévision. Dany raconte bien la scène qu'il a regardée au moment même où il est censé tuer les 4 membres de sa famille. Et ça ne colle pas. Il ne peut pas être à la fois devant sa télé et chez son frère. Quant à l'arme du crime, la fameuse feuille de boucher, son analyse est inexploitable puisqu'elle a été nettoyée, sans compter que certaines blessures semblent avoir été faites au couteau. De nouvelles expertises ADN permettent d'établir qu'un couteau retrouvé porte les ADN non seulement des victimes, mais aussi celui d'une autre personne qui pourrait être compatible avec celui de Martine Le Prince. Et ce n'est pas fini. Les magistrats font une nouvelle découverte. Dans son cabinet, la juge de l'époque avait un auditeur de justice qui était très lié à Martine Le Prince. Martine était sa nounou quand il était petit. Cet homme reconnaît même qu'il n'a pas été partial dans cette affaire devant la commission de révision. Il y a aussi une collusion intime entre Martine et un gendarme mêlé dans l'enquête. Certains parleraient même du gendarme comme l'amant de Martine. Selon la commission de révision, le dossier a été faussé dès le départ. Martine est donc réentendue par les magistrats de la commission de révision. Elle dit ne garder de cette soirée que le souvenir de Dany tapant Christian avec un objet brillant. Mais elle dit aussi, tenez-vous bien, « Je me demande si je n'ai pas fait quelque chose, si je n'ai pas tué quelqu'un. Je l'ai dit à mon avocate. Je peux pas imaginer que j'aurais fait quelque chose à ces gens et à leurs enfants. Je m'en veux car j'ai accusé Dany et si ça se trouve, j'ai participé. Il faut que j'arrive à savoir ce que j'ai réellement fait. Je peux pas continuer comme ça. Je suis prête à craquer. » Martine confirme ses propos devant 4 personnes, dont la présidente de la commission de révision. Pour Madame Anzani, la présidente, inutile d'aller plus loin. Elle considère qu'elle a suffisamment d'éléments nouveaux pour déclencher un procès en révision.
Le doute est né. Tous ces éléments sont donc envoyés à la cour de révision, seule instance qui peut décider si Dany peut avoir un nouveau procès. 8 mois après la libération de Dany le Prince, l'espoir est immense. La décision de la cour de révision tombe le 6 avril 2011 comme un coup près. Non, il n'y aura pas de nouveau procès. Et elle renvoie Dany le Prince en prison. Le dossier se referme. Dany repart, menottes au poignet, vers la prison de Fresnes. Ses avocats, sidérés, témoignent devant les journalistes. Pourquoi une décision aussi contraire à la première, alors que la première avait été rendue sous la présidence d'un magistrat qui, pendant 5 ans, a instruit la requête en révision, a mené des investigations. Pourquoi 9 mois après, dit-on le contraire de ce que ces 5 magistrats de la Cour de cassation ont dit? C'est d'une cruauté invraisemblable. Pour la première fois, les magistrats de la commission de révision vont sortir de leur devoir de réserve et dénoncer une décision honteuse. Les avocats de Dany ne lâchent rien. Recours en grâce, cour européenne, il frappe à toutes les portes, en vain. 1 an plus tard, ses avocats finissent par obtenir sa liberté conditionnelle, avec le port d'un bracelet électronique, l'interdiction d'aller dans la Sarthe, l'interdiction de s'exprimer publiquement sur l'affaire, l'obligation d'un suivi psychologique et l'indemnisation des victimes pendant 7 ans. Depuis décembre 2015, la justice saisie par le père de Dany le Prince, Robert, décortique de nouvelles pistes. Saurons-nous un jour réellement ce qu'il s'est passé ce soir-là dans la Sarthe ? Pour revenir sur cette affaire hors norme, je suis avec Maître Claude Laurent. Maître, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Vous avez été l'avocat de Dany le Prince pendant 1 an et l'avocat de son collectif de défense. Vous êtes aujourd'hui, entre autres, l'avocat de Association Action Justice. Maître, vous avez plaidé des centaines d'affaires devant les assises. Celle-ci vous a particulièrement marqué. Pourquoi ? Alors, cette affaire est à plus d'un titre tout à fait singulière. D'une part, l'horreur des massacres toute une famille, un couple avec ses 2 enfants, déchiquetés à coups de hachoir, ça paralyse la réflexion. Et il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin les dysfonctionnements initiaux. Je crois que toute personne qui se trouve face à un tel carnage met un temps plus ou moins long à s'en remettre. Et à partir de là, il est tout à fait envisageable que les enquêteurs aient pris de mauvaises pistes, ou pas tout à fait les bonnes, parce que justement, ils ont été tellement épouvantés que leur intelligence s'est rétrécie, si on peut dire. Maître, on ne va pas refaire bien évidemment toute l'histoire, mais il y a quelques éléments sur lesquels j'aimerais revenir avec vous. Si on reprend par exemple depuis la garde à vue, Dany le Prince est pressé par les gendarmes, il le dit à plusieurs reprises, il n'a pas d'avocat à ce moment-là, il ne sait pas qu'il peut garder le silence, et puis il y a cette pression médiatique très forte. D'après vous, une telle situation pourrait-elle encore se reproduire aujourd'hui ? Alors, voilà, effectivement, vous avez cité tous les éléments pour créer de mauvaises dispositions pour une enquête. Il y a une perte de plusieurs jours avant de se fixer sur le couple. Déjà, cette perte de 2 jours, est une perte très importante parce que les poubelles ont été enlevées, la lessive a été faite, donc la scène de crime a été piétinée. Enfin, tout ce qui sert de base, tous les instruments de départ sont inutilisables. Et donc, vous me dites, est-ce que ça pourrait se reproduire aujourd'hui ? Sur l'affolement, ça c'est sûr. Par contre, aujourd'hui, les enquêtes sont mieux encadrées par la science.
En 94, l'ADN, c'était quelque chose qui existait, mais c'était un peu secondaire. On s'en servait, mais parce qu'il fallait le faire. Tandis que maintenant, non, parce que maintenant, avec les scènes de crime gelées, il y a vraiment un travail de fond qui est fait. Le moindre prélèvement ADN peut faire surgir un coupable. Et donc, la réponse est oui sur l'affolement, mais non sur le problème de la scène de crime. Alors, selon vous, il y a 2 éléments absolument troublants dans ce dossier sur lesquels j'aimerais que l'on revienne. Je pense notamment à cet auditeur de justice qui n'est autre qu'un petit garçon à l'époque qui est gardé par Martine. Donc ça, c'est quand même un fait troublant. Ce monsieur se retrouve dans le bureau de la juge d'instruction à l'époque. Et puis, il y a un autre élément troublant, c'est le témoignage de Célia, la fille aînée de Martine et Dany. Et d'ailleurs, ce témoignage a eu beaucoup de poids dans le procès. Elle dit même que non seulement elle aurait vu son père tuer Christian, mais elle n'a pas vu sa mère de toute la nuit et elle s'en inquiète. Alors, pour répondre à la première question sur l'auditeur de justice, je crois que ce genre d'affaire est marqué par le destin. Parce que ce qui est inimaginable, c'est que cet auditeur de justice, donc futur magistrat, qui a déjà le statut de magistrat au moment où il est en stage chez Madame Brunetière, la juge, arrive le jour où l'affaire éclate. Martine Leprince a été sa nounou pendant de nombreuses années. Donc il est normal que c'est tout à fait humain que cet auditeur de justice qui, bien sûr, s'explique avec la juge, discute, il est là pour ça, et jette une bonne impression sur Martine Leprince. À partir de là, Madame Brunetière, ayant une bonne impression de Martine Leprince, va probablement ne pas prendre les décisions de mise en détention, de contrôle judiciaire. Et sur Célia, sur ce témoignage ? En fait, dans cette affaire, vous avez contre Dany Leprince il n'y a que 2 témoignages qui plus ses aveux à la dernière heure de garde à vue. Je dirais que le témoignage de sa fille est intéressant dans le sens qu'il démontre qu'il y a plusieurs personnes au moment des crimes. Si elle ment, c'est un autre que Dany Leprince qui est en train de taper sur Christian. Mais où elle ne peut pas mentir, parce qu'on ne peut pas inventer une telle scène, c'est qu'elle explique que pendant qu'elle voit cette scène abominable, elle entend des cris. Et puis, une fois que les cris ont cessé et que la scène qu'elle voit, c'est-à-dire un homme qui tape sur un autre homme avec un objet brillant, cesse, les cris ont cessé également, mais on entend des bruits de pas. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment deux personnes. Deux scènes, hein, 2 scènes en même temps alors, ça paraît logique parce que si on compte le nombre de coups qui ont été portés aux victimes, je crois que c'est 80, 70. Bon. Donc ça fait un temps pour chaque victime, plusieurs dizaines de minutes peut-être à chaque fois, pour tuer une personne pendant que les autres essayent de se sauver. Enfin, là, c'est pas possible de faire ça tout seul. Où on voit que l'enquête a vraiment, sans employer un mot méchant, mais non, ça fait de la peine. Moi, je dis que c'est une atteinte à l'intelligence de faire une reconstitution. Et on est parti de là. C'est cette reconstitution qui a scellé pour les magistrats, la vérité judiciaire était là, et tout part de là. Il y a à la fois, comme je vous l'ai dit, comme vous l'avez dit vous aussi, les 4 victimes, il faut du temps, malheureusement, pour... et aussi Célia qui entend... donc ça fait 2 éléments concordants. Et forcément, il y avait au moins 2 personnes. Au moins 2 personnes. Malgré tous les éléments nouveaux avancés par la commission de révision, pourquoi, d'après vous, la Cour a refusé que votre ancien client n'ait pas le droit à un nouveau procès ? On préfère quoi ? Broyer un homme plutôt que de se déjuger, c'est ça ? Alors, voilà, exactement. Vous avez tout à fait trouvé la formule. En somme, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un choix. La justice manque de moyens. Elle manque de moyens, donc elle ne peut pas faire face, elle ne pourrait pas faire face dans l'état actuel à énormément de demandes si elle en satisfaisait une partie. Donc elle a choisi de ne satisfaire rien du tout, puisque ça fait maintenant la dernière affaire qui a été révisée, c'est de 2014, et ça fait donc
7 ans bientôt, que pas une seule affaire criminelle n'a été révisée. Pourtant, il y a bien des innocents qui sont en prison, c'est normal. Est-ce que vous savez aujourd'hui ce qu'il est devenu, Dany Le Prince ? Je n'ai pas de nouvelles et je suppose qu'il profite de sa liberté. Après 17 ans derrière les barreaux, il a payé chèrement cette mauvaise enquête. Non, là, franchement, quelle que soit la vérité, il a été très mal jugé. Merci beaucoup, Maître Lorraine, d'avoir répondu à mes questions. Le 1er mars, Maître Olivier Maurice, le nouvel avocat de Dany Le Prince, a fait une nouvelle requête en révision, expliquant qu'il détenait des témoignages exclusifs. Une requête qui a nécessité 18 mois de travail. Maître Maurice veut démontrer que son client, Dany Le Prince, n'est pas l'auteur du quadruple meurtre de Thorigné-sur-Douai. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de l'affaire Dany Le Prince. Dans la prochaine saison de Homicide, nous allons remonter encore un peu plus le temps et revenir sur l'affaire des sœurs Papin, deux bonnes à tout faire qui, dans la France des années 30, assassinent sauvagement leur patronne. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la page Twitter ou Instagram de Bababam.